Nous sommes de retour avec nos invités, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union Kosigan Akoité, président de l'Alliance Jeunesse Développement, et le directeur de publication de Tampa Express, Francisco Napokura. On va maintenant parler de la Côte d'Ivoire. 2 personnes ont été tuées mercredi matin dans l'attaque d'un poste de contrôle de l'armée ivoirienne à l'ouest du pays. Ce n'est pas la première fois, Eric Johnson, que la Côte d'Ivoire a été frappée dans ces genres d'attaques. Nous le disons tout le temps. Ce n'est pas parce que ça se passe au Mali, au Niger, au Burkina, que nous devons dormir sur nos lauriers ici. Toute la sous-région aujourd'hui doit être au front contre le terrorisme. Vous avez vu que jusqu'au Ghana, il y a eu de ces attaques terroristes. Au Bénin, c'était juste au nord, mais le Togo peut être un peu épargné, mais le Nigeria et tout le reste, presque tous les pays de la sous-région sont enclins à ce terrorisme-là. Donc, je pense que la dernière fois, il y a eu une concertation des ministres de la sécurité, des États de la CEDEAO. Je pense que ces genres de rencontres doivent être multipliés pour venir à bout de ces terroristes-là. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de jouer un peu avec l'espace, en disant, si nous nous concentrons sur un espace donné, les gens pourront nous prendre tous. Maintenant, ils sont en train de diversifier un peu. Oui, ils s'éparpillent un peu, et ça veut dire que aujourd'hui, nous devons nous-mêmes commencer déjà par jouer beaucoup plus pour notre propre sécurité. Et comme on le dit, la sécurité, la première manche de la sécurité, c'est d'abord les populations. Et par conséquent, il faudrait aussi... Donc vous pensez qu'elles doivent jouer... Nos États... Elles doivent jouer un rôle, les populations. La population, nous tous. Dénoncer. Et déjà, lorsque vous voyez qu'il y a des mouvements un peu étranges, il faut déjà commencer par les signifier aux forces d'ordre et de sécurité. Je voudrais terminer en disant que il faudrait aussi que nos gouvernants comprennent que, d'abord, ceux qui sont en train de participer à ces actes terroristes sont des habitants de la sous-région. Et donc, parce que, à cause de certaines frustrations, à cause de certains manquements dans leur milieu, très rapidement, ils sont attirés par ces terroristes-là qui leur promettent beaucoup de choses. Et donc, il faut que les gouvernants arrivent aujourd'hui à mieux partager les richesses de nos États pour que ces frustrations-là baissent et qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme ce qui vient de se passer. C'était d'abord Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Il y a eu l'attaque là aussi au nord de la Côte d'Ivoire entre ce pays et le Burkina Faso. On se souvient de l'ancien ministre de la Défense, le défunt Ahmed Bakayoko, qui était au four et au moulin. Par cette attaque aussi à Akoité, les terroristes sont prêts à tout faire. Oui, vous savez, toute la région frontalière de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso est infectée aujourd'hui de ces gens incontrôlés, de ces djihadistes qui sont des gens sans foi ni loi et qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner ce terrain facilement, mais qui continuent par perpétrer des attaques terroristes, surtout sur les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Cela dit, il revient à nos États de tricher un peu de comment Blaise Compaoré en son temps et Muammar Kadhafi ont pu gérer ces groupes de personnes. Parce que vous savez, à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. C'est des gens... On peut, c'est-à-dire, si la politique des armes peut arriver à contenir le terrorisme, ce serait déjà fait.
Mais si, au bout des années, vu le déploiement de tous nos États, les armes, tout ce qui est injecté dedans, si on peut aussi utiliser les techniques de ces deux personnalités emblématiques, c'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde est contre eux. Ouais, ils ont leur Vous savez, aussi. tous les grands lobbyistes de ce monde sont contre eux, mais ils ont fait des choses tangibles qui ont donné un peu de paix dans toutes ces zones. Est-ce qu'on ne peut pas les tricher? Est-ce qu'on ne peut pas rentrer en discussion avec ces gens-là sans pour autant faire crépiter les armes? Puisque c'était... Pour le moins, pour Blaise Compaoré, c'est le procès Sankara. Vous savez, non, oublions ça. Moi, je parle de comment ils ont fait pour contenir ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nos frontières, les zones qui délimitent nos frontières avec nos pays voisins sont totalement délaissées par l'État. Allez-y voir, de Sanvikondi ici, jusqu'à, je ne sais pas, Tado, jusque-là, c'est des zones où parfois, quand vous allez là-bas, vous ne sentez même pas l'État. Il n'y a pas d'école, il n'y a aucune infrastructure. Même la route pour y arriver, c'est difficile. Il n'y a pas d'eau. Alors, comment des gens mal intentionnés ne peuvent pas venir créer leur nid là-bas? D'autant plus que l'État n'a pas l'œil là-bas. Il faudrait que nos États prennent en charge ces zones qui délimitent nos pays à nos pays frères. Que des infrastructures primaires soient installées, qui est la police, la gendarmerie, l'école, les centres de santé et tout, pour que vraiment... Il faudrait qu'il y ait aussi des projets de microfinance pour permettre à nos compatriotes qui sont sur les frontières là, voilà, qu'ils sentent la présence de l'État, que l'État les prenne en charge. Donc ça va faire que s'il y a un intrus parmi eux, ils n'auront pas de problème à le dénoncer. Sinon, tout commence comme... La personne vient, il veut passer la frontière, il veut prendre des marchandises pour passer sans que la douane ne le repère et tout. Ça commence comme ça. Vous voyez, d'autres viennent comme ils sont des éleveurs, d'autres viennent comme ils viennent inspecter un peu ou cultiver la terre. Et c'est comme ça commence. Donc, il faudrait que ces zones-là puissent être prises en compte et que l'État puisse envoyer des aides là-bas, pour que ces gens aussi sentent qu'ils sont de nos pays. Vous voyez, entre-temps, on a dit, il y a un petit village du Togo, proche de Tado, là, qui a hissé, entre-temps, le drapeau béninois. Ce n'est pas fortuit. Pour nous qui connaissons le terrain, pour nous qui allons dans ces coins-là, ce n'est pas fortuit. Quand vous n'avez pas de centre de santé, quand vous n'avez pas de route, quand vous n'avez pas d'eau, et que pour un simple mot de tête, il faut aller dans un village du Bénin pour se faire soigner, mieux vaut... ces gens-là se laissent aller à ces tentations qui n'avantagent pas le bien-être de la population. Francisco Napokura, la menace est à nos portes. Et quand je dis à nos portes, ce n'est pas en parlant de votre pays, le Togo. La Côte d'Ivoire, le Togo, c'est un pays stratégique, oui, ou charnier peut-être. Mais vous savez que la Côte d'Ivoire est attaquée, ce n'est pas la première fois, comme je l'ai déjà dit. Et quand la Côte d'Ivoire est attaquée, nonobstant les efforts du président Alassane Ouattara sur le plan sécuritaire, on a des inquiétudes à se faire. Non, il y a toujours des inquiétudes. Mais c'est qu'il faut essayer de distinguer les événements. Et ce qui s'est passé à Grand-Bassam, c'est le terrorisme islamique. Et puis, je crois, au nord également, c'est le terrorisme islamique. Mais ce qui s'est passé ici, à l'ouest... attaque contre un poste. Oui, voilà, ça, c'est le grand banditisme même, ça. Parce que c'est une zone pratiquement proche du Libéria. Mais vous savez, avec tout ce que le Libéria a connu, comme guerre par le passé, même la Côte d'Ivoire, il y a des replis où il y avait ces histoires de chefs de zone et autres qui aujourd'hui, lorsque l'État contrôle les localités, ils font un repli stratégique et peuvent à tout moment attaquer. Et souvent, c'est les braquages. C'est les braquages. Et ça, vous n'allez pas me dire que le Togo est épargné. Les braquages, c'est le quotidien. Ça arrive souvent. Donc, c'est face à ça que la Côte d'Ivoire a plus... parce que ce n'est pas la première fois. Ça arrive souvent dans ces zones. Ou même en allant au nord du pays. Puis vous êtes... quand vous êtes... Les commerçants sont bien identifiés, qu'ils ont de l'argent.
ils sont braqués. Alors, face à lorsque- ces braquages, qu'est-ce que le gouvernement peut faire concrètement? Lorsque ces bandits-là s'attaquent à un poste de police, ce n'est plus le grand banditisme. Ouais, hein. mais est-ce que vous connaissez, vous savez, si aujourd'hui, hein, vous voyez ce que gagnent par exemple nos postes avec cette histoire de Covid où les frontières sont fermées. Vous voulez dire qu'ils sont à la quête du sou? Mais c'est le facteur que les policiers qui sont aux frontières et les gendarmes ramassent illicitement et sans facture et contre tout. Mais c'est de l'argent. Et si des voyous attaquent ça, c'est du jackpot. Ils vont gagner, quoi. Vous voyez? Donc, souvent, c'est l'argent qui attire. Ce n'est pas... Ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de revendication. Peut-être l'argent et les armes également. Oui, Les armes. voilà, il y a les armes aussi. Il n'y a pas eu de revendication. il y a pas- Que nous allons dire que bon, c'est du terrorisme, mais souvent ces zones, c'est des zones de braquage. Et comme je le dis, c'est en ces moments de Covid, de fermeture de frontières, que les agents frontaliers, les postes de contrôle sont plus riches que l'État. Ils sont plus immensément riches parce que pour traverser une frontière, s'il faut donner chaque passant 1000 francs, les véhicules 5 000, 10 000, hein, voire 20 000, et puis ce que sans facture, donc ça peut susciter aussi les envies. Parce que de l'autre côté, eux aussi, ils ont besoin de l'argent. Vous voyez. Donc ici, ce n'est pas le terrorisme. Donc c'est un problème sécuritaire, comme partout, où chaque fois, on a les braquages à main armée. Donc cette attaque va permettre peut-être encore aux gens de se ravitailler en armes, en fusils de guerre et en munitions pour peut-être d'autres opérations. Le distinguo est fait. Oui, mais moi, déjà, je me dis, s'attaquer au poste de police, c'est s'attaquer au symbole de l'État. Et comme ça, on ne parlera pas de grand banditisme pour la recherche d'argent ou oui, recherche d'armes peut-être parce que les terroristes aussi ont cette façon de s'attaquer au poste pour aller chercher des armes. Donc je pense que fondamentalement, ça c'est un acte qu'il faut lier avec le terrorisme plutôt que le grand banditisme. Terrorisme également. Oui, c'est du terrorisme, d'autant plus que les armes ont beaucoup circulé entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le Libéria et la Côte d'Ivoire. Vous savez, avec la guerre qui a secoué dans cette partie de la Côte d'Ivoire, entre-temps, il y a des gens qui possèdent encore des armes, qui font utilisation de ces armes-là, justement. Et souvent, si je reviens un peu dans la thèse de mon frère Napo Francisco, vous savez, parfois, il y a des indices de ces soldats qui, peut-être, à la fin de la journée, quand ils voient un peu les recettes qui sont faites, qui peuvent aussi alerter leurs amis pour venir perpétrer de ces genres de choses. Mais l'un mis dans l'autre, il va falloir que nos États prennent en compte les zones riveraines, les zones frontalières, pour pouvoir amener les structures de base pour aider ces populations-là. Puisque les soldats qui sont envoyés dans ces brousses-là, ils vont peut-être à cause de l'argent, c'est tout. Sinon, à part ça, il n'y a aucune structure de l'État, il n'y a aucune présence de l'État qui les attire ou garantisse même leur sécurité. Il n'y en a pas. La preuve, viennent de perdre leur vie. Michel, non, ça attire beaucoup. Regardez même entre les forces de l'ordre. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le Togo, chaque policier ou élément des forces de l'ordre aimerait qu'on l'envoie à Ila Kondi parce qu'il y a l'argent là-bas. Mais écoutez, non, mais quand vous voyez un militaire qui remplit ses poches jusqu'aux poches latéraux de l'argent. Vous avez vu ça? Non, mais imagine, c'est par moi, c'est par mesure de précaution que je n'ai pas voulu prendre des images. Vous imaginez, quand vous allez là-bas le soir, mais c'est que tout agent de force de l'ordre aimerait qu'on l'envoie à Ila Kondi ou bien à Saint-Cassé. Oui, à Saint-Cassé. Imaginez, à Saint-Cassé, quand on vous dépose à Saint-Cassé aujourd'hui, le bus vous prend du Ouaga pour peut-être 19 000. On vous dépose de l'autre côté, à Saint-Cadouri, peut-être de traverser la frontière. Mais ce que vous dépensez pour traverser la frontière, vous pouvez aller jusqu'à dans l'ordre de 30, 40 000.
Et ça, c'est les passeurs, c'est les forces de l'ordre doivent prendre leur part. Mais imagine tout cet argent dans les mains des gens. Qu'est-ce que ça ne va pas attirer comme envie que ce soit au niveau des terroristes, que ce soit au niveau des bandits, parce qu'ils n'ont pas peur. Ils ont les armes comme eux. Il suffit qu'ils crépitent les leurs. Peut-être ceux qui sont habitués à prendre de l'argent, ils vont se cacher, ou bien on va les tuer. Donc c'est une source d'insécurité, le fait que les gens continuent de collecter comme ça de l'argent. Et certainement, si on fouille bien, ce poste de police doit être un poste riche. Sinon, c'est ou bien qu'il y ait des armes, sinon c'est pas pour venir faire du coup d'État à Alassane Ouattara qu'ils vont venir prendre ce risque-là là-bas, loin, à combien de milliers de kilomètres La pause et on revient après pour la suite.